Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Mouloud Mechkoun, directeur commercial de Sulo France. On fera le bilan 16 mois après l'entrée en vigueur de la loi sur le tri obligatoire des déchets organiques. On verra si le compost est entré dans nos mœurs. Dans notre débat, on va analyser les conséquences de la directive Omnibus qui réduit l'ambition européenne en matière de transition environnementale. On verra ce qui reste du Green Deal et notamment du bilan extra-financier. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez Liquid et ses solutions d'intelligence artificielle pour améliorer les performances des réseaux d'eau des collectivités. Voilà, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Mouloud Mechkoun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur commercial chez Sulo, un leader européen de la gestion durable des déchets. Tiens, on va commencer par une question de présentation. Quels sont les métiers, l'activité de Sulo ? Alors bonjour. Alors l'activité de Sulo, en fait, nous sommes pionniers du tri à la source, ouais. Et nous accompagnons en fait les collectivités et les entreprises depuis maintenant plus d'un siècle, depuis 1892. Ouais. Et en fait, nous sommes un fabricant de contenants, qui vont du bac roulant jusqu'à des points d'apport volontaires pour pouvoir permettre aux collectivités de collecter ces déchets et pouvoir les traiter et les recycler ou les valoriser. Donc plus d'un siècle d'existence, 120, 130 ans. Elle est née où cette entreprise ? Alors, elle est née en France, ouais. Puisque c'est une famille lyonnaise qui a créé cette entreprise, ouais. et qui aujourd'hui est devenue Sulo, puisque auparavant c'était Plastic Omnium. D'accord. Et depuis maintenant 5 ans, nous accompagnons les collectivités. Nous sommes un peu plus de 1000 collaborateurs en France, à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans le monde, nous sommes à peu près 2500 dans 24 pays pour 630 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Avec donc, on va revenir en France, cette loi qui a changé, qui est rentrée en vigueur il y a 16 mois sur le tri à la source des biodéchets qui devenait obligatoire. Quel bilan vous en faites aujourd'hui ? Où en sont les collectivités ? Alors écoutez, nous avons fait Sulo une étude avec Opinionway en fin d'année 2024 qui nous permet en fait de constater quoi ? De constater qu'en fait plus de 60% des citoyens sont équipés de contenants qui leur permet de faire le tri à la source des déchets. C'est ça, il y a 60% des Français qui déclarent avoir accès à une solution de tri. Exactement, c'est ça. Mais on se rend compte qu'en fait que sur ces 60%, il y a une disparité en fait au niveau régional qui s'explique notamment par rapport à des collectivités qui ont déjà commencé à mettre ce tri des déchets sans attendre la loi. Voilà. Et puis donc elles sont en avance. Et puis d'autres collectivités qui elles ont attendu jusqu'au 1er janvier 2024 pour commencer à mettre à disposition des contenants. Malheureusement, ce qu'on constate, nous, depuis un an, puisque Sulo, nous sommes leaders, nous sommes fournisseurs de rang 1 auprès des collectivités, nous travaillons avec plus de 40 millions d'habitants. Nous constatons qu'en fait, seulement 10% en fait, sont collectés. Ce qui veut dire qu'en fait, pour 60% qui sont équipés, 10% sont récupérés. Énormément de progrès à faire encore. Exactement, énormément de progrès. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un levier de performance à mettre en œuvre. Et on le constate, par exemple, nous avons fait... dans le cadre d'une distribution de contenants auprès de notamment la ville d'Agen, une distribution de 30 000 bacs. Et pour nous, ce qui nous semble important, c'est de pouvoir sensibiliser l'ensemble des usagers. Et donc, on fait, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du porte-à-porte et on explique en fait à chaque foyer comment faire le tri. Alors, parce que ça va illustrer ce que vous dites, cet autre chiffre, résultat de l'étude Opinionway, 40% de la population qui reste encore sans solution, 27% des personnes interrogées qui déclarent n'avoir reçu à ce jour aucune sensibilisation au sujet du tri des biodéchets. Donc on est au cœur de ce que vous nous racontez. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui éventuellement ont passé le cap, mais qui n'ont pas vraiment informé leurs habitants. Comment vous l'expliquez ? En fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à cette obligation qui était de mettre à disposition des solutions pour les usagers, les collectivités ont commencé à le faire, d'autres pas encore, puisque 4 Français sur 10, en fait, n'ont pas de solution. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore des collectivités qui sont très en retard. Donc, il y a ces collectivités qui sont en retard. Et 2, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'au-delà de distribuer des contenants, il est nécessaire d'expliquer comment, en fait, faire le tri des biodéchets qui...
en plus, est une ressource qui est valorisée, puisqu'on peut faire du compost ou nous pouvons faire aussi du biogaz. Bien sûr. Et il y a toute une chaîne de valeur derrière. Exactement, il y a une chaîne de valeur et en fait, c'est un vrai investissement pour la collectivité, puisque derrière, elle perçoit des recettes, en fait. Elle perçoit des recettes du fait de valoriser ses déchets. C'est pas si compliqué. Enfin, moi, j'ai reçu une petite poubelle. Alors moi, je le mets ensuite dans une poubelle plus grande en bas de chez moi et c'est pris par des camions. Franchement, j'ai une petite feuille sur mon frigo qui me rappelle ce que je peux mettre dans la poubelle. C'est pas si compliqué. Alors, c'est pas si compliqué, puisque peut-être que vous êtes très sensibilisé... un petit peu avec l'émission ici, c'est sûr. à l'environnement, mais il faut imaginer que toute la population ne l'est pas forcément, et d'où la nécessité, en fait, d'expliquer, puisqu'on voit bien que malgré les publicités, malgré la communication qui en est faite par les collectivités ou même les médias, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, si on regarde chacun dans notre foyer, nous ne faisons pas de la même manière le tri. On est plus ou moins efficace. Donc ça montre bien qu'il y a quand même des choses à faire sur ce sujet de sensibiliser, ça peut même être une petite source de conflit familial. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Qu'est-ce que vous proposez aux collectivités? C'est des conteneurs? C'est quoi effectivement? Alors nous, ce qu'on propose pour les collectivités, donc bien sûr, c'est les contenants, donc, les contenants pour pouvoir y mettre et accueillir ces déchets. Mais ça va beaucoup plus loin puisque nous proposons aussi des solutions digitales dans lesquelles nous pouvons aussi mettre des puces, nous pouvons mettre un peu de digital et rendre la poubelle plus intelligente. Et ce qui permet aussi, par exemple, d'équiper les camions qui viennent collecter ces bacs pour récolter un certain nombre d'informations et on va jusqu'à analyser ces données qui nous permettent d'améliorer le tri dans les collectivités. Il y a différentes options. Il y a aussi des options où ce sont les citoyens qui vont avec leur sac ou leur poubelle dans des conteneurs qui sont au coin de la rue. Est-ce qu'il y en a une qui est plus efficace que l'autre? Alors, je vous dirais qu'en fait, il n'y en a pas une plus efficace de l'autre, que l'autre. Par contre, il y a une vraie complémentarité. C'est-à-dire que vous avez des collectivités, puisque nous travaillons aussi bien avec des collectivités en rural ou des collectivités urbaines. Nous avons soit du porte-à-porte, donc c'est le bac que vous avez chez vous, notamment si vous êtes en pavillonnaire, mais ça peut être aussi un bac beaucoup plus grand quand vous êtes dans du collectif. Et puis, nous avons ce qu'on appelle des points d'apport volontaires, qui sont en général en bas d'immeubles ou sur l'espace public. Et là, effectivement, ça demande que l'usager se déplace pour apporter ses déchets. Et nous avons aussi des composteurs domestiques, où là, c'est chez vous et vous faites vous-même le tri. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à une forme d'incitation, c'est-à-dire de récompense si on trie bien ces déchets? Parce que c'est vrai qu'il y a des collectivités locales qui ont mis en place des systèmes comme ça, où en fonction du poids de ces déchets ultimes, on va plus ou moins payer le coût de la récupération des poubelles. Donc est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'incitation? Alors l'incitation, oui, elle existe déjà dans certaines collectivités et on voit bien en fait que c'est un des leviers qui pourraient permettre d'accélérer et d'améliorer le tri. Ce qui semble être important pour la collectivité, c'est déjà de pouvoir mettre à disposition les contenants qui leur permettent d'éviter de mettre dans le bac d'ordures ménagères et donc de proposer des solutions pour trier au maximum. Donc trier les emballages, trier le verre, trier les cartons, trier maintenant les déchets alimentaires. Et à l'issue de ça, effectivement, le dernier levier, ça reste ce qu'on appelle la tarification incitative. D'ailleurs, c'était le mot que je cherchais, heureusement que vous êtes là. Voilà. D'ailleurs, Silo propose aussi ces solutions auprès des collectivités. Aujourd'hui, seulement 7 millions d'habitants sont soumis à la tarification incitative, donc ce qui reste faible. Et l'objectif d'ici 2030, c'est de doubler cette mise en place. Pour les collectivités locales, vous avez commencé à l'évoquer, mais je veux bien qu'on rentre dans le détail. Qu'est-ce que ça rapporte pour le budget de la collectivité de mettre en place un tri sélectif, en l'occurrence des biodéchets, efficace? Alors déjà, le premier, c'est un coût d'évitement, puisque le fait de ne pas mettre vos déchets alimentaires dans votre bac d'ordures ménagères, c'est-à-dire que ces déchets ne sont pas incinérés. Donc vous avez un coût évité par rapport à ce tonnage, en sachant que les déchets alimentaires sont composés à 80% d'eau. Donc c'est-à-dire quand même, on est en train d'incinérer de la matière qui est essentiellement composée d'eau. Donc ça, c'est le premier point, c'est des coûts évités. Et le deuxième, c'est qu'en fait, le fait de valoriser ces déchets alimentaires, eh bien, vous percevez
une subvention, une recette pour la collectivité. Donc votre geste qui est individuel devient collectif, puisqu'il permet à la collectivité de récupérer de l'argent pour pouvoir financer ce système de collecte des déchets alimentaires. Ouais, parce que la loi oblige les municipalités à valoriser une part importante des déchets produits sur la commune, c'est ça? Exactement. Donc, par exemple, si je prends l'exemple d'Agen, en mettant en place cette gestion des déchets alimentaires, en fait, ça a un effet vertueux, puisque à partir du moment où vous allez jusqu'à valoriser, à trier vos biodéchets, en fait, vous faites aussi la même chose pour le tri des emballages, du verre, et donc en fait, ça a un effet vraiment vertueux. Merci beaucoup Mouloud Mechkoun et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, question majeure au niveau européen. Que reste-t-il du Green Deal, du Pacte vert ? Le débat de ce Smart Impact, que reste-t-il du Pacte vert, du Green Deal et de certaines des directives majeures de ces dernières années? On en débat avec Solène Garcin-Charcosset. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice conseil ESG Carbone chez Tenaxia, et Philippine Moirou, bonjour. Bonjour. Manager impact et durabilité chez Bartol. Petite question de présentation pour démarrer. Tenaxia, plateforme de pilotage des actions de durabilité, c'est ça ? Exactement. On est éditeur de logiciels et cabinet de conseil sur les sujets HSE et RSE. Et effectivement, sur le sujet de la durabilité, donc on a un logiciel qui permet d'aller collecter, consolider, piloter les données extra-financières et les prestations de conseil qui vont autour, donc qui permettent d'identifier les sujets sur lesquels on va piloter les informations et puis aller jusqu'à la valorisation des informations à travers des rapports volontaires ou réglementaires, comme la CSRD par exemple. Comme la CSRD ou la CS3D. Chez Bartel, cabinet de conseil en management, c'est devenu, je sais pas, le thème récurrent, majeur, cette CSRD, CS3D depuis quelques années. Oui, effectivement. Alors, nous, on n'est pas spécialisé uniquement sur l'impact et la durabilité, mais on a une grosse activité sur cette partie-là. Et effectivement, c'est devenu un gros sujet parce que, alors, à la fois, ça concerne beaucoup d'entreprises, bon, ça concernait ou concernera, et aussi parce que, en fait, ça permet de structurer beaucoup les approches et on s'en sert pour pouvoir approcher les autres sujets d'impact et de durabilité, notamment via la double matérialité qui permet, au-delà de la mise en conformité, justement d'aller structurer des stratégies RSE de façon plus globale. Je vais vous poser la même question à toutes les deux. Je commence avec vous. Est-ce que c'est passé de mode, les enjeux de RSE ? Alors, bon, évidemment, la réponse simple, ce sera non. Je pense que ce qui est passé de mode, c'est le côté très communicant et c'est un petit peu la vision très globale. Le fait de s'engager de façon globale pour une entreprise, aujourd'hui, c'est plus suffisant. Donc là, on se confronte avec à la fois des entreprises qui sont de plus en plus expertes, qui sont structurées en interne aussi avec des équipes qui se forment et qui ont connaissance de leurs enjeux. On ne parle plus vraiment d'impact et de durabilité de façon très large ou de RSE de façon très large. On va parler des sujets dedans. Ça va être les sujets sociaux avec la diversité, avec la chaîne de valeur. Ça va être les sujets environnementaux et derrière, c'est justement les matières premières, la durabilité, recyclabilité, les bilans carbone évidemment, mais bien au-delà. Donc la RSE au sens large, c'est plus tellement un tout et on va aller s'intéresser davantage aux détails. Ma question était volontairement provocatrice parce que évidemment que c'est pas une mode, mais c'est une petite musique qu'on entend quand même un petit peu. Est-ce que vous l'entendez aussi ? Oui, on l'entend, mais en même temps, c'est le terme RSE est un peu passé de mode, effectivement, mais le fond, par contre, pas du tout. Et on le voit d'ailleurs, aujourd'hui, les entreprises, en fait, les plus résilientes, c'est celles qui ont quand même pris en main ces sujets. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'avant, il y avait des convictions personnelles, maintenant, il y a des questions de compétitivité derrière. Et on le voit, aujourd'hui, les banques, les investisseurs s'intéressent énormément à ce sujet, et c'est pas pour rien. C'est pas parce que c'est une mode, c'est vraiment parce que ça a un sens pour les entreprises et ça a un sens pour ces investisseurs et ces financeurs. Oui, mais alors il y avait aussi chez certaines entreprises, on ne va pas généraliser, ce sentiment que, et là on va rentrer dans le détail de cette directive Omnibus qui revient sur la CSRD et la CS3D, le sentiment qu'on les mettait face à un défi trop compliqué à relever, une espèce d'usine à gaz, les 800 pages, etc. etc. J'ai reçu suffisamment de chefs d'entreprise ici ou de cadres dirigeants et dirigeantes pour le savoir. Il y a une petite part de vérité là-dedans. Alors, est-ce que la réglementation européenne telle qu'elle existait, puis on va revenir sur ce qui se passe maintenant, n'était pas trop compliquée ?
Ce qui était compliqué, je pense, c'est que c'était finalement le même niveau demandé à des entreprises du CAC 40 ou à des entreprises beaucoup plus petites. Il y avait une question, en fait, en termes de définition des entreprises soumises. Nous, on a des clients, ils sont 50. Mais comme ils dépassaient des seuils financiers, en fait, ils avaient les mêmes obligations et la même méthodologie à mettre en place qu'une entreprise du CAC 40. Donc, effectivement, pour ces plus petites entreprises, il y avait un décalage et c'était forcément un peu complexe à mettre en place. On a vu les premiers rapports sortir, c'est plutôt des grandes entreprises. Les rapports sont très intéressants aujourd'hui et on voit que ça les a vraiment poussés à avancer. Donc la difficulté pour moi, c'était plutôt d'avoir le même niveau d'information à publier et le même niveau la même méthodologie à mettre en place entre une grande entreprise et une petite entreprise. Donc, à mon sens, la simplification était la bienvenue pour des entreprises plus petites, justement pour les accompagner un peu plus. Des normes sectorielles auraient été les bienvenues, c'est pareil, elles sont supprimées, pour les aider aussi. Mais la CSRD, l'objectif final était très intéressant. Oui, il reste très intéressant, mais les parlementaires européens ont donc voté le report de 2 ans de la CSRD et d'1 année de la CS3D sur on va dire, le devoir de vigilance, pour simplifier. Il parle... Comment je peux dire ça? C'est aux électeurs qui s'adressent en faisant ça, les parlementaires européens, ceux qui les ont élus au mois de juin dernier, ou c'est aux chefs d'entreprise qui disaient c'est trop compliqué? Je pense que de toute façon, c'est un petit peu les deux. Et c'est le sujet qui émerge en ce moment. Il y a des ONG aussi qui ont justement... Qui ont décidé d'attaquer la Commission européenne. Sur ce sujet, parce que ça avait été fait très rapidement. Effectivement, c'est arrivé au même moment que le renouvellement du mandat d'Ursula von der Leyen aussi. Donc forcément, il y a des sujets politiques. Et des sujets de lobby, évidemment. Ces ONG-là, justement, elles disent que c'est vraiment en faveur des entreprises, des secteurs, on va dire, à impact. Oui. Mais il faut aussi tenir compte du vote des électeurs, qui ont moins voté pour les listes vertes qu'il y a 5 ans, qui ont plus voté pour des listes d'extrême droite ou des listes de droite qui portaient une promesse de coup de frein. Oui, mais effectivement. Et de toute façon, c'est pour ça qu'on a justement cette organisation au niveau de l'Europe. Et c'est ce qu'on constate quand on a tous les débats au niveau du Parlement européen et avec les eurodéputés, notamment en ce moment même. Donc oui, effectivement, ça reflète les orientations des électeurs. Et c'est pour ça qu'on tire aussi dans le sens d'une simplification. Après, il y a aussi une nécessité de donner une vision long terme et d'être dans la ligne de ce à quoi on s'est engagé. C'est ce que j'allais vous demander, parce que pour les entreprises, il n'y a rien de pire que le changement de cap, ou le stop and go. Exactement, et c'est un petit peu le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'est inscrit quand même dans un Green Deal qui est extrêmement ambitieux. On s'est donné une vision à 2050, d'être un continent neutre pour le climat, donc d'ici 2050. Et là, on est sur des discussions, mais c'est le cas pour d'autres réglementations, évidemment. Les allégations vertes, c'est aussi des sujets qui sont en train d'être discutés. Globalement, on est en train justement de tâtonner et même de questionner notre objectif long terme. Et c'est deux choses différentes entre discuter des modalités, effectivement simplifier pour que les plus petites entreprises puissent suivre, et discuter justement notre ambition et nos objectifs de façon très long terme. Est-ce que, Solène Garcin-Charcosset, il n'y a pas une forme d'échec collectif, médias y compris, depuis 2019, puisque 2019 c'était l'élection qui a abouti à un Parlement qui a voté un Green Deal ambitieux, et puis là on est dans ce retour en arrière. Qu'est-ce qu'on a loupé sur l'acceptabilité ou l'accompagnement des citoyens dans le virage environnemental et sociétal d'ailleurs? Alors effectivement, oui, aujourd'hui, je lisais encore ce matin une étude qui montrait que les jeunes sont très engagés, mais jusqu'à leur porte de ce qu'ils font eux-mêmes. Et donc, ils comptent. Globalement, tout le monde compte sur les autres, en fait. Oui. C'est vrai qu'il y a sans doute un besoin encore fort d'accompagnement, de faire comprendre que chacun a sa part à jouer. Les entreprises, certes, l'État, certes, mais aussi l'individu doit aussi avancer. Et je pense que... on le voit quand les personnes sont vraiment sensibilisées, formées à ces sujets. En fait, il y a vraiment une prise de conscience beaucoup plus importante et une volonté plus importante d'avancer et de changer, en fait. Donc il y a un sujet encore de sensibilisation et de formation. Mais est-ce que vous voyez chez vos clients des entreprises qui disent finalement on ne prend pas le virage? Vous voyez ce que je veux dire? On réfléchissait à un changement de stratégie, il y a moins d'urgence, on n'y va pas, alors que l'urgence climatique, environnementale est toujours là, mais bon.
Et je dirais l'urgence aussi pour leur compétitivité, en fait. Alors, parce c'est pour ça. Si vous rentrez ça dans la feuille de route, j'imagine que la réflexion n'est plus la même. Mais est-ce qu'il y a quand même cette tentation du coup de frein? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, certains mettent effectivement en pause, surtout en se demandant, parce qu'ils sont dans l'incertitude, est-ce que je vais être soumis, pas soumis, plutôt en se demandant, finalement, est-ce que j'y vais maintenant, j'y vais plus tard, comment j'y vais? Est-ce que j'y vais selon la réglementation parce que demain, en fait, je vais être soumis? Est-ce que j'attends de voir justement si je vais être soumis ou pas à la réglementation? Nous, c'est ce qu'on leur conseille chez Tenaxia, c'est plutôt de mettre en place déjà une démarche volontaire, d'avancer sur les sujets pour être, s'ils sont soumis finalement, prêts, avec quelques ajustements peut-être, mais au moins d'avoir avancé sur les sujets. On a des clients qui continuent bien évidemment à y aller parce qu'ils ont bien compris qu'il y a cet enjeu de compétitivité et les demandes des parties prenantes, investisseurs dont on parlait, mais talents, clients aussi. Donc en fait, voilà, on va dire c'est une minorité ceux qui mettent vraiment en pause, voire qui arrêtent complètement. Est-ce que c'est le Green Deal, il est simplement reporté ou alors vous le jugez, vous, moins ambitieux aujourd'hui? Alors, à date, je pense que c'est compliqué à dire, mais oui, il y a un vrai sujet. Il y a eu le même sujet sur le pacte pour l'industrie verte aussi. Donc, on voit que les objectifs long terme, ils sont difficiles à atteindre. Et on voit qu'on commence à se brouiller un petit peu, on va dire, les pistes, à opposer justement la compétitivité, que ce soit entre les entreprises, en lien avec le rapport Draghi justement, et au niveau mondial avec les autres pays et autres continents, versus justement la transition. Alors que l'optique initiale de l'Europe, c'était quand même d'en faire une force de cette transition-là et de l'utiliser. De devenir le continent le mieux disant, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que finalement, en tout cas de mon point de vue, j'ai l'impression qu'on perd cet axe qu'on s'était donné, cet axe de travail d'aller et d'engager la transition, pour permettre justement à l'Europe d'être un continent fort et qui va permettre de driver les transformations à l'échelle un petit peu plus mondiale. Avec des États-Unis qui appuient très clairement sur le frein, on ne sait pas pour combien de temps, mais en tout cas au moins pour 2 ans. Est-ce qu'au contraire, ça ne serait pas le moment pour l'Europe d'accélérer? Alors, à mon sens, si, ce serait le moment pour l'Europe d'accélérer, d'autant plus que même la Chine, en fait, a mis en place récemment une obligation calquée sur la CSRD, très clairement, avec l'analyse de double matérialité, avec des normes de publication calquées sur les nôtres. Donc, en fait, si nous, on fait un stop, la Chine va prendre le lead, en fait. Donc ce ne sera pas les États-Unis sur ce sujet, clairement, en tout cas à court terme. Donc maintenant, l'Europe a le choix entre est-ce qu'elle continue d'avoir son avancée historique ou est-ce qu'elle laisse la main à la Chine. Et effectivement, je pense que ce serait très dommage sur ce sujet de laisser la main, encore une fois, à la Chine. Donc autant essayer d'y aller. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Hubert Bayatoda, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Linkmeted, créé en 2019. Avec quelle idée? Racontez-moi. L'idée, c'est un peu mon histoire personnelle. Moi, je suis issu du Cameroun et j'ai vécu pas mal de problématiques d'eau. Quand j'étais tout petit, on a aménagé dans une résidence qui n'avait pas de problème. Et au fil du temps, on avait des problèmes d'eau et je me suis toujours intéressé à cela. Et une fois que je suis venu en France, je me suis rendu compte que ce n'était pas un problème de pays du Sud ou de pays du Nord, c'est un problème global. Gérer des réseaux d'eau, c'est très compliqué. Les réseaux sont très grands. Le réseau français fait 1 million de kilomètres. Donc, trouver une fuite, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Et donc, avec mon parcours en mathématiques, je me suis dit qu'il était peut-être possible de réduire ces distances-là, de trouver un moyen, grâce à l'intelligence artificielle, de prioriser les zones d'intervention. Et c'est comme ça que Linkmeted a été créé au sein d'un incubateur il y a maintenant 6 ans. Mais alors, comment ça marche? Comment vous aidez les collectivités à détecter les fuites? Concrètement, on est parti d'un algorithme qui est capable de prioriser les zones d'intervention en se basant sur 3 grandes catégories de variables. Des variables externes, c'est-à-dire une canalisation qui est sur un passage à fort trafic ou dans une impasse n'aura pas le même impact, n'aura pas la même fragilité. Une canalisation qui est dans un matériau spécifique n'aura pas la même fragilité. Donc on a une centaine de paramètres et une base de données qui compte maintenant près de 1 million de kilomètres de réseau. Et avec ça, on est capable de prédire et de savoir comment prioriser les endroits où intervenir. Donc ça, c'était vraiment l'algorithme de base. Mais après, il fallait construire une offre parce que les collectivités n'achètent pas l'intelligence artificielle, elles achètent quelque chose de très concret. Donc ce qu'on leur a proposé, c'est ce qu'on appelle le Sprint, qui est en réalité une offre de recherche de fuite rémunérée à la performance. Concrètement, on dit à la collectivité, si on ne baisse pas vos pertes d'au moins 20%, vous ne nous payez pas. Donc c'est comme ça que nous, on utilise l'intelligence artificielle pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis. Et on leur dit tout simplement, vous pouvez nous faire confiance parce que dans tous les cas,
au pire, ça marche. Vous n'avez rien à perdre. Oui, et alors vous réussissez à faire des économies d'eau de quel niveau? Les économies sont assez importantes. Nous travaillons en général sur des réseaux qui vont faire 100, 200, 300 km, ce qui représente un tiers du réseau d'une ville en général. Et parce qu'il faut le dire, c'est pas tout le réseau qui est fuyard en même temps. Les collectivités, elles suivent de manière attentive les débits qui y passent et nous confient des zones qui sont fragiles. Et nous, on réussit à réduire en général de 30 à 40%, voire 70%. On a travaillé dans plusieurs villes. Généralement, c'est des villes de taille intermédiaire ou des petites villes. Et on réussit à réduire de plus de 30 à 40%. Ça représente la consommation parfois de 2000 abonnés dans la ville. Et alors, vous avez fait économiser combien d'eau dans le monde depuis que vous existez? Pour vous donner un chiffre qui va vous parler, c'est l'équivalent de la ville de Bordeaux, par exemple. Donc la consommation annuelle de la ville de Bordeaux, près de 8 millions de mètres cubes qui ont été économisés. C'est comme si la ville de Bordeaux, on avait complètement réduit sa 8 millions de mètres cubes, on va voir ce chiffre s'afficher. Mais comment vous le calculez? On a l'avantage d'avoir une proposition qui est basée sur la performance. Ce qui fait qu'on connaît les pertes au moment où on intervient et les pertes après. Donc c'est très simple, on peut faire la différence et être sûr d'être précis sur nos chiffres qu'on annonce. Vous parlez d'une intelligence artificielle frugale. Ça veut dire quoi, ça? Une intelligence artificielle frugale, c'est très important parce qu'encore en ce moment, si vous faites un smart pack, apparemment c'est la consommation de plusieurs litres d'eau. Donc il était important pour nous d'être cohérents avec notre démarche. Il y a deux approches pour faire une intelligence artificielle. C'est soit on mise gros sur, on va dire, l'algorithme qui va traiter la donnée et du coup on lui injecte plein de données non structurées, soit alors on mise beaucoup sur la structure de cette base de données. Nous, on a misé sur la structure. Pourquoi? Parce que le problème dans les collectivités, c'est que les données étaient extrêmement manquantes. Vous imaginez qu'un réseau d'eau a vécu la Deuxième Guerre mondiale, les réseaux, les datas sont perdus, il y a eu la numérisation. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris les bases de données des clients, mais on a agrémenté de métadonnées, d'autres types de données. On a fait un gros effort de structuration de cela, ce qui fait qu'au final, l'algorithme de l'IA peut être très simple. Et en plus, on avait besoin que nos équipes sur le terrain puissent l'utiliser dans leur portable. Parce qu'en fait, on travaille dans des zones qui ont très peu de débit et on est très mobile. Donc si vous avez une IA qui est très lourde, très consommatrice, vous allez vous retrouver dans des zones blanches et vous ne pourrez pas travailler. Donc on avait l'obligation, de par notre activité, d'être très frugal et c'est ce qu'on a réussi à faire. Allez, il nous reste 40 secondes. 6 ans après la création de Liquimité, vous en êtes où? Concrètement, on en est où? On est capable maintenant d'accompagner la collectivité à la fois sur la localisation mais également sur la prévention. Nous proposons des jumeaux numériques. Par exemple, on travaille à la ville de Rouen, la ville de Béziers, la ville de Chartres. Mais on continue aussi notre développement à l'international parce que c'est une problématique européenne. La France perd 20%, mais on est un bon élève. En moyenne, l'Europe perd 25%. Nous sommes à présent en Italie, on travaille également en Angleterre et on en passe de se développer dans d'autres villes. Donc c'est vraiment une approche globale. On n'est plus que sur les fuites, on est maintenant sur la performance globale et on s'étend au niveau européen. Merci beaucoup Hubert Bayatoda et bon vent à Liquimité. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à très vite sur Be Smart for Change. Salut.